Aujourd'hui, on part explorer les vestiges de nos anciennes infrastructures de communication. Ça va aller du militaire au civil et on va essayer de comprendre pourquoi elles ont fermé. Ne perdons pas de temps, tout de suite je pars explorer une station radar de l'OTAN et j'espère qu'elle va bien me livrer tous ses secrets. Donc là j'arrive sur la station radar, ancienne base militaire. On voit il y a encore des clôtures avec du barbelé. Du coup là je vais essayer de rentrer très rapidement parce que c'est potentiellement surveillé. Il y a des bâtiments en activité encore juste à côté. On est à l'arrière de la base. Et là, on a le radome qui fait à peu près entre 25 et 30 mètres de circonférence, je dirais. C'est juste énorme d'être ici. Parce que cet endroit, donc ancienne base de l'OTAN, a été utilisé jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc là, il y a plein de machinerie. Enfin, des restes de machinerie, d'électronique. Là, on a les transformateurs électriques qui servaient à l'alimentation du radar. Et là, en fait, on est juste sous le radar. Le radar est dans la structure au-dessus. C'est impressionnant d'être ici parce que on est dans un ancien terrain militaire, donc il n'y avait que les personnes habilitées qui étaient autorisées à venir ici, en fait. Donc là, semble-t-il que c'était des bureaux. Donc, je trouve l'entrée du radar. Et j'ai l'impression que ça ne se fait pas par ici. Ah non, toujours pas le radar là. C'est toujours pas par là. Il faut faire gaffe parce que il y a des trous encore dans le sol. J'aime pas trop marcher sur les planches parce que je sais pas si ça couvre des trous ou pas. Bon, pour l'instant, je fais chou blanc. Je vais ressortir. J'aurai une meilleure vue de l'extérieur sur une possible entrée. Bon là donc je suis ressorti, mais toujours pas de traces de l'entrée. Ça m'embête un petit peu. Si, je pense avoir trouvé. Regardez là, il y a un escalier qui démarre d'ici. Et là en fait on entrevoit une porte. Et ben, donc j'ai plus qu'à remonter. J'avoue que si cette porte ne s'ouvre pas, j'ai peu d'espoir quant au fait de réussir à rentrer dans ce radar. Le verdict. Allez, s'il te plaît, ouvre-toi. Oh, yes. Waouh. Trop bien. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir là-haut. Waouh, il est là. C'est ouf. Eh bien, c'est parti. Maintenant, on va monter pour aller voir ça de plus près. Alors je profite de cette montée, cette petite ascension pour vous expliquer un petit peu l'histoire du site. Alors en fait le site militaire a été créé en 55 et ce radar a été inauguré en 72. Voilà. Et donc il servait à la détection des avions dans le cadre de l'OTAN. Et donc voilà potentiellement que ce radar là que nous visitons a réussi à détecter des avions espions par exemple lors de la guerre froide. À cette époque, le monde est coupé en deux. D'un côté les États-Unis et leurs alliés, de l'autre l'Union soviétique.
La peur d'une guerre nucléaire est partout et le ciel devient un champ de surveillance permanent. Ces radars servaient de première ligne d'alerte, capables de détecter tout appareil inconnu. Ils faisaient partie de l'Alliance militaire des pays de l'Ouest, plus connue sous le nom de l'OTAN, créée en 1949 pour se protéger d'une éventuelle attaque venue de l'Est. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait hyper chaud là sous ce radome. Vraiment très très chaud. Et il y a d'ailleurs des petits craquements que j'entends de temps en temps. Tout à l'heure, je pensais qu'il y avait quelqu'un dans le bâtiment en même temps que moi. Mais non, en fait, c'est les rayons du soleil qui tapent très fort là aujourd'hui et qui font craquer la structure qui est, je ne sais pas quelle matière, peut-être de la fibre de verre, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était disposé sur un rotor, voilà, qui permettait au radar de tourner sur lui-même pour pouvoir balayer le ciel. Et là, on a accès aux pièces qui font partie du système de roulement. Donc là, clairement, il valait mieux éviter d'être là où je me trouve actuellement, puisque vu que c'était en rotation, on risquait ensuite de se prendre la machine dans la tête. Mais le vrai danger n'était pas toujours visible. Même sans se trouver sur le passage de l'antenne, les puissantes ondes radio pouvaient être nocives. Une exposition directe et prolongée pouvait provoquer des brûlures ou d'autres types de lésions. C'est pour cette raison que chaque entrée dans le radome devait être scrupuleusement encadrée et que le personnel restait toujours à distance dans d'autres bâtiments. Et donc là, ce qu'on voit, la grande antenne là, juste à côté, c'est un récepteur. Voilà. Et ce qu'il y a juste en face, ce sont des émetteurs qui envoient de l'énergie électromagnétique qui est captée justement par l'antenne et qui est en quelque sorte amplifiée. Et ensuite, cette antenne, en tournant sur elle-même, entre 5 et à 12 tours minutes, elle envoie ce rayon à 360 degrés, du coup, dans le ciel. Et ça permet de détecter s'il y a des avions à plusieurs centaines de kilomètres de distance et de déterminer avec une assez grande précision leur altitude. Et ça, c'est ce qui est propre à un radar de type 3D, comme celui que nous avons là. Le radar 2D, ne fonctionnant, ne permettant de révéler que la position horizontale. Mais là, on a les deux, verticale et horizontale. Du coup, c'est vraiment un radar de pointe, en tout cas pour son époque. Et une fois une cible repérée, tout s'accélère. Les données du radar filent vers le centre de commandement, puis sont transmises directement à la base des F-16 la plus proche. Les chasseurs peuvent alors décoller et intercepter la cible en seulement 15 minutes. C'est cette coordination millimétrée entre radar, poste de commandement et avion de chasse qui formait le véritable maillage de la défense aérienne où chaque seconde comptait. Alors la base sur laquelle je me trouve, ça peut paraître étonnant, mais faisait travailler jusqu'à 200 personnes qui dépendaient toutes de ce radar, de son fonctionnement, des analyses de données et de la maintenance aussi. Et c'est donc après 43 années de bons et loyaux services qu'on a décidé d'arrêter ce radar pour plusieurs raisons, à commencer par le changement de pièces qui coûtait de plus en plus cher, et aussi il y a l'OTAN qui a révisé son plan à propos de la répartition des radars sur le territoire. Et donc on a décidé d'abandonner celui-ci au profit d'autres bases qui sont dans le secteur et qui sont elles toujours en activité. Le 29 juin 2015, le radar est mis hors service lors d'un grand rassemblement militaire. Et 6 ans plus tard, c'est au tour de la base d'être officiellement fermée, symbolisant la clôture d'une page de près de 70 ans d'histoire. Les casernements vacants ont ensuite été reconvertis en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais le radar, lui, reste intact. Telle une relique de la guerre froide que personne n'ose déranger. On va continuer notre série d'exploration des structures de communication abandonnées. Et là, on va quitter le militaire, on va partir donc dans le civil. Je vais vous emmener à la découverte d'une station de télécommunication abandonnée qui s'annonce grandiose. On ne perd pas de temps, je reprends la route pour une bonne centaine de kilomètres, direction le sud. Quelques heures me séparent encore du prochain lieu, véritable site stratégique dans les communications par satellite. Et je ne suis même pas encore arrivé que j'aperçois au loin les anciennes antennes. Leur envergure est telle qu'on les croirait toutes proches, et pourtant,
près d'1 kilomètre nous sépare. Un dernier petit créneau et c'est parti. Ça y est, j'arrive tout juste sur le site. Ça n'a pas été facile, hein. J'ai dû traverser toute une forêt parce que l'endroit est vraiment enclavé en fait au milieu de nulle part. Et là, le spectacle est juste magnifique. Voilà ce que je vois, rien qu'en arrivant. Alors, il va falloir que je sois très discret tout au long de l'exploration parce que c'est un endroit qui est surveillé. Donc, il va falloir que je fasse pas trop de bruit et que je regarde à chaque coin de bâtiment s'il n'y a pas des caméras qui se cachent. Donc, ça va être un petit peu sport, mais c'est pas plus mal. Ça va donner un petit peu d'adrénaline. En tout cas, il y a des traces de pneus au sol. Et ça, c'est pas bon. Donc ici, on est dans un ancien centre de télécommunication. En fait, toutes ces antennes pointaient vers les satellites. Et ça permettait d'assurer les communications vers des régions du monde comme l'Amérique du Nord ou Israël ou certains pays d'Afrique par exemple. Derrière ces connexions avec les 4 coins du monde se cache une histoire qui remonte à 1972, quand le site a vu le jour. L'idée d'un tel lieu, c'était de relier directement le réseau national au système mondial Intelsat, ce qui en faisait un endroit stratégique. Et si on l'a construit ici dans un endroit reculé, c'est tout sauf un hasard. Le sol est très stable, le relief forme une forme de cuvette qui protège du vent, et on est assez isolé des villes pour éviter toute interférence. C'est donc dans un coin paumé que les paraboles allaient capter le monde entier. Alors bon, j'ai un petit problème. En fait, je peux pas accéder aux bâtiments. Ils sont tous condamnés et en plus il y a des caméras devant. Donc ce que je fais, c'est que j'explore les pourtours du site. Bon, et bien je crois que cet escalier est une invitation à monter, histoire d'avoir une petite vue sur le site. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, en fait, oui, on voit bien que les antennes pouvaient être pivotées sur simple demande. On a encore tout le système de roues qui permet de faire tourner l'antenne en fonction des satellites qu'elle devait cibler avec son faisceau. On va grimper la structure. C'est quand même immense. J'espère qu'il n'y a pas une caméra qui m'attend là-haut. Donc on a vu qu'elle pouvait faire une rotation sur elle-même, mais elle peut aussi s'incliner. Là on a l'axe d'inclinaison qui permet de la pointer vers le ciel avec différents degrés. On peut encore monter plus haut. Et d'ici on aura une belle vue sur le site. Ouais, là c'est vraiment pas mal. Et alors au début, c'était construit exclusivement pour les télécommunications à l'international via le satellite. Mais ensuite est arrivée la télévision par satellite un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'on a construit d'autres antennes. Dès les années 80, le site s'est adapté à une nouvelle révolution, celle de la télévision par satellite. Grâce à ces antennes, des images venues de l'autre bout du monde pouvaient être reçues et retransmises en direct, un bouleversement énorme pour l'époque. Et si les paraboles n'ont pas toutes la même taille, ce n'est pas un hasard non plus. Les plus grandes captaient des signaux très faibles envoyés par des satellites situés jusqu'à 36 500 km au-dessus de nos têtes. C'est juste impressionnant. Quant aux plus petites, elles se spécialisaient dans des liaisons plus puissantes ou régionales. Chacune d'entre elles avait en quelque sorte sa mission, et c'est leur combinaison qui faisait de ce site une véritable porte ouverte sur le monde. Et alors si cette base est abandonnée aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'elle est devenue obsolète, notamment à partir de l'arrivée des câbles sous-marins et de la fibre optique dans les années 90. Ça a rendu du coup ces antennes totalement inutiles.
Aujourd'hui, près de 99% du trafic intercontinental passe par des câbles sous-marins. Ils transportent d'énormes volumes de données, le tout en un temps record, mettant ainsi les satellites au tapis. Avec cette révolution, les stations terriennes comme celle-ci ont progressivement perdu leur rôle stratégique, ce qui a conduit inévitablement à la fermeture du site au début des années 2000. Voilà, il y a une entrée là. Et là, il y a une caméra dôme qui, elle, a l'air récente. Bon, je vais pas tenter le diable, je suis passé devant ces caméras plusieurs fois. Donc peut-être que mon temps est compté. Je sais pas combien de temps la sécurité peut mettre pour arriver. Mais je vais prendre la poudre d'escampette et sortir du site le plus vite possible. Sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que celle-ci vous aura plu, même si l'exploration est un peu avortée parce qu'on ne peut pas rentrer dans les bâtiments. Mais des fois, c'est le jeu. C'est comme ça que se passent les explorations.